Bonjour. Bonjour. Majdi, bienvenue à Montréal, bienvenue aux Francopholies. Merci. Est-ce que ça fait du bien d'arriver à Montréal, une ville où vous pouvez circuler dans les rues sans créer un attroupement de 200 personnes autour de vous, comme c'est le cas à Paris? Ouais, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, on peut marcher tranquillement sans faire de photos, sans faire d'autographes, donc vraiment ça se passe bien. Est-ce que ça vous manque des fois ce côté anonyme que vous aviez avant en marchant dans les rues du 19e, qui n'est plus le cas aujourd'hui? Non, c'est pas un manque. J'aime bien ma vie actuelle, hein, mais comme j'aime mon ancienne vie, donc des deux côtés ça va très très bien. Donc je le vis bien, ça va. Je dis ça aussi parce que lors des dernières apparitions publiques que vous avez faites, entre autres dans une FNAC à Bruxelles, au Festival de Cannes aussi, il y a eu des émeutes, il y a énormément de fans. Souvent la sécurité n'était pas prête à ça. On a dû vous évacuer rapidement de ces endroits-là. Je me demandais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un artiste lorsqu'il voit ce phénomène-là, qu'il crée, qu'il cause. Comment on vit avec ça? Comment on dit « wow, qu'est-ce qui se passe ici » ? Bah, d'un côté ça fait peur. D'un côté ça fait peur, mais d'un côté aussi ça... Mais moi ça me rend heureux, ça prouve que j'ai créé un vrai engouement et que les gens ils ont vraiment aimé le personnage, qui sont vraiment derrière moi, qui m'ont adopté, on va dire. Mais d'un côté aussi ça fait peur, pourquoi? Voilà, dès qu'on est évacué par la police parce que tout le monde veut sa photo, ça commence à tirer les pulls, tout ça, ça commence à faire peur. Hein. Mais voilà, heureusement il n'y a pas eu de dérapage, donc tout va bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, lorsqu'on fait des conférences de presse où les médias québécois présentent des artistes français, on a souvent tendance à dire « Ah, c'est énorme, il y a vraiment un buzz ». Des fois, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci, ça l'est. On parle de 140 millions de views sur YouTube pour nos vidéos, tout ça en quelques mois. Vous étiez livreur de pizza dans le 19e, justement, il y a quelques mois à peine. Aujourd'hui, vous êtes aux Francopholies de Montréal. Comment on fait pour garder la tête froide? Bah, le changement, il est brutal. Hein, le changement, il est brutal. Bah, d'être livreur de pizza, ensuite passer sur une scène devant 60 000 personnes, devant des milliers de personnes. C'est sûr que le changement, il est brutal, mais après, tout dépend de comment on prend la chose. Voilà, fallait avancer avec maturité. Voilà, fallait faire les bons choix. Donc voilà, moi, j'avançais la tête posée, je faisais ma musique de mon côté. Puis le soir, je partais faire mes livraisons. Donc voilà, j'essayais d'enchaîner les deux en même temps. Et après, à un moment, il fallait faire le choix. Il fallait faire soit la livraison, soit la musique. Moi, j'ai pris la musique. J'ai pris la musique et voilà, j'ai avancé petit à petit. J'ai fait mon chemin, tout en restant comme d'habitude. J'ai pas changé, toujours avec les mêmes personnes qui m'entourent, mes amis, mes frères, ma famille. Donc voilà, donc il n'y a pas de changement. Donc voilà, c'est ce qui me permet de garder la tête sur les épaules. Votre patron a compris que vous préfériez la musique à la livraison? Non, au début, il a mal pris au début. C'est vrai? Ouais, au début, il a mal pris. Parce qu'en fait, comment ça fait? Bah, c'est dès que j'ai fait la Fraude Trap partie 2, je pense. Voilà, j'ai fait ma lettre de démission. Puisqu'après, je pouvais pas faire les deux en même temps parce qu'il y avait des demandes de showcase, de concerts. Et voilà, après, il fallait faire un choix. Donc voilà, j'ai démissionné. Au début, il a mal pris forcément. Après, dès qu'il a vu que voilà, c'était quelque chose de sérieux, bah, voilà, il a compris directement. Un jour, on va avoir une photo de vous sur le mur de la pizzeria. Il a travaillé ici. On ne sait pas. Vous avez parlé justement, je dis vous, est-ce qu'on peut dire dessus? Ça va dire? Ouais, ça me gêne pas. Vous avez toujours parlé d'Afro-Trap. C'est ce qui t'a permis de te mettre sur la map, de développer un style musical où tu mélanges les influences de la musique trap, musique un peu plus électronique, très présente dans le hip-hop, avec ce côté afrobeat. Je veux voir pour vous, laquelle des deux cultures vous est venue en premier? Laquelle? Bah, c'est la culture afro. Ouais, c'est la culture afro bah, parce que j'ai grandi avec la musique afro. Hein. Bah, chez moi, ça tournait en boucle. Voilà, chez moi, on écoutait un peu de tout. On écoutait des sons congolais, des sons camerounais, guinéens, sénégalais, un peu de tout. Donc forcément, j'ai grandi avec ça. Et voilà, après, par la suite, j'ai eu la passion pour le rap. Par le rap, parce qu'il y avait des rappeurs dans mon quartier, un collectif qui s'appelait 19 Réseaux. Voilà, moi, j'étais plus là à passer des instrus sur une clé USB, je les accompagnais. Et forcément, à force de les suivre, ça me donne envie d'écrire. Donc de mon côté, j'écris un peu. Et voilà, petit à petit, je rentre dans le collectif. Je commence à écrire mes textes. Et le délire afro, il est venu quoi? Il est venu il y a 7 mois. Voilà, j'ai fait le mélange de tous des deux catégories que j'aimais, le rap et la musique afro, et ça a donné l'afro-trap.
C'est un accident, je pense, ce mélange-là. C'est pas quelque chose que vous avez prévu pour une recette qui vous permettrait d'accéder à la gloire. C'était vraiment un accident. Non, c'est pas, je dirais pas accident. Accident, c'est un grand mot. Je dirais que, comment dire? En fait, pour moi, c'était logique. C'était logique. Forcément, un jour ou l'autre, j'allais le faire quand même. J'allais quand même essayer. Mais il fallait juste savoir quand j'allais le faire, en fait. J'ai peut-être fait à un moment, je ne m'y attendais pas. Mais sinon, c'est pas fait par accident. Sinon, un jour ou l'autre, j'allais le faire quand même. Est-ce que vous pourrez aller voir les différentes vidéos sur YouTube? Une des premières, en fait, je pense que c'est la première. Vous êtes dans une chambre d'hôtel avec votre téléphone, c'est un peu selfie version vidéo que vous faites. Et il y a une musique un peu afrobeat qui joue derrière et vous rappez. C'était là la naissance. Oui, ça se travaillait dans votre tête, mais à ce moment-là, est-ce que c'était prévu de juste mettre une vidéo pour causer quelque chose ou vous le faisiez pour le plaisir? Bon, en fait, moi, au début, dès que j'ai fait cette vidéo, j'avais arrêté de faire du rap. J'avais arrêté de faire du rap. Et voilà, cette vidéo, je l'ai faite quand j'étais en vacances à Montpellier. Voilà, on partait faire du jet ski avec des amis. Donc du coup, voilà, on était un peu contents dans la chambre, tout ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis le son à P-Square chez Kenny. Et à la fin, l'instru, elle continue, donc je me suis amusé à poser dessus. Et j'ai posté sur les réseaux sociaux. Donc voilà, après, je suis parti au jet ski, je suis revenu, je me connecte sur Facebook. Et là, je vois, hop, que des partages, que des notifications, tout ça. Et je vois qu'il y a la demande. Les gens ils me disent, oh, c'est quand que le son il sort? Alors qu'à la base, moi, j'avais rien prévu. Donc, du coup, quand je suis revenu sur Paris, je suis parti au studio, j'ai fait le son, je l'ai clippé et j'ai mis sur YouTube. Et voilà, après une semaine plus tard, ça a fait 1 million. 1 million. Voilà, après, dès que j'ai fini le clip, j'ai fait une deuxième vidéo. Les gens m'ont dit, c'est la partie 2. J'ai dit, ok, bah, la partie 2. Après, j'ai fait la partie 2. Ils m'ont dit, à quand la partie 3? J'ai dit, ok, bah, je vais faire la partie 3. J'ai fait la partie 3. Partie 4, partie 5, 6, 7. Après, j'ai fait l'album. Est-ce qu'on devient accro à ces réactions-là sur les réseaux sociaux? Peut-être vous postez une vidéo, vous revenez quelques heures plus tard et le chiffre de notification sur Facebook est en haut de 100, le nombre de partages sur les réseaux sociaux est énorme. Est-ce qu'il y a une certaine attente quand vous mettez une vidéo maintenant? Est-ce que tu te dis, ah, crème, j'espère battre mon record, j'espère voir plein de réactions encore? Non, en fait, moi, comment je fais? Dès que je fais un clip, le clip, je le regarde une fois, 2 fois et je le regarde plus. Par exemple, le dernier clip que j'ai sorti, Maman j'ai mal, j'ai regardé peut-être 2 fois. Après, je vais plus regarder. Parce que sinon, je vais toujours trouver un petit détail qui va pas me plaire. Je vais avoir, je sais pas, je vais être dégoûté un peu. Je vais dire, ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc, je regarde une fois. Même les vues, je sais pas, je suis à combien de vues. Donc voilà, dès que je fais un clip, je le mets sur YouTube et voilà. C'est dur à suivre le chiffre. Aujourd'hui, c'est 140. Hier, c'était 135. Avant-hier, c'était 100. Ouais, ça fait mal à la tête un peu. Ouais, c'est difficile à suivre. Je veux qu'on revienne à cette musique-là. Le mélange des genres, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement rassembleur au niveau géographique, entre autres. J'ai l'impression que votre musique peut autant plaire aux gens d'Afrique du Sud que d'Amérique du Sud, les fans de rap, les fans de musique électro, les fans d'afrobeat. Est-ce que ce côté de communion vous intéresse et vous souhaitez l'exploiter? Bien sûr, tout le monde souhaite s'exporter. Après, il fallait avancer avec stratégie. Voilà, quand j'ai fait la partie 1, forcément, les sons afro, c'est des sons qui passent en club. Et de nos jours, les clubs, ils sont beaucoup fréquentés, donc on passe un son afro. Même si on ne sait pas ce que la personne elle dit, voilà, on a tout de suite envie de bouger la tête. Donc voilà, moi, je me suis basé sur ça d'abord, sur les instrus. J'ai beaucoup joué sur les instrus. Donc voilà, j'ai joué sur des instrus qui bougeaient beaucoup. Et voilà, forcément, même si on ne comprend pas trop les paroles, on a tout de suite envie de danser. Et j'ai remarqué à partir de la partie 1, dès qu'on regarde les commentaires, on voit des commentaires en flamand, on voit des commentaires dans toutes les langues, en anglais, parfois même en arabe. Donc ça prouve que c'est écouté un peu par tout le monde. Je reçois même des snaps des gens qui sont à Dubaï, des gens qui sont en Afrique, en Allemagne, aux États-Unis. Je reçois des snaps de partout. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut réussir à faire évoluer la musique en fusionnant les genres, en allant prendre un genre, disons, la musique du monde, avec quelque chose de plus moderne? Est-ce que vous considérez que c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer la musique, en fusionnant les genres? C'est en se mélangeant qu'on avance. On peut pas avancer sans se mélanger avec les autres. Si on reste tout seul dans sa catégorie, on va rester dans une bulle. Vaut mieux partager son expérience avec une autre personne. Et la personne même peut nous apprendre quelque chose d'autre aussi. C'est comme ça qu'on peut avancer. On ne peut pas avancer tout seul, c'est pas possible. Donc voilà, moi je cherche un peu partout. Voilà, je peux faire des fusions avec, je sais pas moi, de l'afro, du rock, de la pop. Je peux mélanger avec tout. Et après, à la fin, ça va donner quelque chose de nouveau. Après, les gens vont avoir cette envie de découvrir.
Je suis revenu au vous, je pense, à travers l'entrevue. Je vais être intimidé par le personnage. Vous avez dit quelque chose en entrevue qui est extrêmement intéressant, je trouvais. Comme votre musique connaît un engouement et est vue par un paquet de gens, oui, il y a l'union à travers les différentes nationalités, mais aussi les générations. Et vous avez dit qu'après avoir entendu une petite fille de 7 ans chanter vos chansons, vous êtes mis à réfléchir aux messages qui étaient dans vos chansons et à peut-être même adoucir, peut-être être moins développer peut-être moins le côté gangsta. J'avais l'impression que vous accordiez une responsabilité au message que vous envoyez, que vous sentiez une responsabilité là-dedans. En fait, dans les morceaux, il y a plusieurs messages. Voilà, parce que les personnes, dès qu'on va leur dire MHD, ils vont dire rappeur. Et dès qu'on va leur dire rappeur, ils vont avoir tout de suite cette image de gangster. Un rappeur n'est pas forcément un gangster. Moi, je ne suis pas un gangster. Voilà, moi, je suis toujours allé à l'école, je suis toujours parti travailler, donc voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel. Donc voilà, je voulais toujours aussi avoir cette image positive dans mes clips. Comme on peut le voir, je suis toujours avec mes petits frères, mes petites sœurs, je suis avec tout le quartier, tout le monde en train de danser. Voilà, je suis pas là derrière ma Mercedes, casquette énervée, cigarette à la main, en train de dire ouais, des nanana, non. Voilà, moi je raconte ce que je vis. Je raconte, même si c'est des trucs voilà, qui font rire parfois. S'il faut le dire, bah, je vais le dire. Je ne vais pas m'inventer une vie, je ne vais pas m'inventer un personnage, je raconte ce que je fais au quotidien. Et voilà, essayer d'enlever cette étiquette de pseudo-gangster en tant que rappeur. Donc, ce serait ça le but, c'est autant de toucher tout le monde à travers la planète que de 7 à 77 ans. Exactement, et de toucher tout le monde. Et voilà, maintenant je vois qu'il y a des parents qui écoutent mes morceaux. Il y a des petits, il y a vraiment de tout qui écoutent ma musique. Et ça, c'est un truc qui plaît forcément. Donc après, forcément, ça donne envie d'envoyer des messages dans les morceaux. Par exemple, dans l'album, il y a beaucoup de morceaux où j'emploie des thèmes, comme le thème du mariage, le thème sur les parents, sur ma vie à moi. Et voilà, on essaie de délivrer quelques petits messages pour les petits frères et sœurs aussi. Vous dites qu'à peu près tout le monde peut écouter votre musique. Pour moi, j'imagine que ça doit être une consécration. En France, il y a même les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont repris dans une pièce, vous avez une chanson qui s'appelle Fais le Move. D'ailleurs, je pense que je vais vous demander de me l'apprendre, mais c'est pas si compliqué, on va le faire après. Mais, donc, même les joueurs du Paris Saint-Germain, dans la chambre des joueurs, se sont filmés à faire le move, à chanter votre chanson. Quand on en arrive là, est-ce qu'on se dit, OK, ma job est faite. Si même ma musique se rend à l'intérieur des vestiaires des clubs de football professionnels, je pense que j'ai atteint un certain stade. Franchement, je le prends au même degré. Je le prends au même degré que je reçois une vidéo de footballeur professionnel, tout comme je reçois une vidéo d'une famille qui danse dans son salon. Je le prends vraiment au même degré. Je ne veux pas mettre les footballeurs au-dessus de la famille. Pour moi, c'est des êtres humains comme tout le monde. Certes, ça fait plaisir parce que voilà, ils passent un peu à la télé, ils ont de la visibilité. Mais sinon, je le prends au même degré. C'est sûr que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des footballeurs professionnels reprendre mes morceaux. Voilà, ça donne de la force. Tout comme je vois une famille qui danse sur Snap ou qui m'envoie un Snap. Voilà, ça me donne de la force aussi, c'est pareil. Ça fait plaisir. Je comprends. Et ce move-là, je vais le faire. En fait, j'essaye. Oui, vas-y. C'est spontané. Moi, je ne peux pas l'apprendre, moi. Normalement, okay. ça vient tout seul. Ok, fait que je vais le faire seul. C'est soit on l'a ou soit on l'a. Qui va dire fais le move? C'est toi, c'est moi qui. Vas-y, il n'y a pas de souci, je te le fais. Ok, tu me dis fais le move, puis moi je fais ça. Je suis gaucher. C'est pas un problème. C'est comme si on tenait une guitare et on bouge les jambes, c'est tout. C'est ça. Voilà. Fais le move. Fais le move, voilà, c'est ça. C'est un accomplissement, je ne pas dire que j'ai fait le move avec MHD. Évidemment, on parle beaucoup du buzz, on parle de cette fusion, il y a une danse aussi associée à ça, il y a des refrains très forts. Comment on fait pour, en fait, je ne sais pas si vous réfléchissez à ça, à ne pas être éphémère? Je veux pas faire de comparaison plate, mais la dernière chanson là, qui a fait le tour du monde, qui avait une danse, là, je pense que c'était Psy avec le Gangnam Style. Puis aujourd'hui, Psy, on n'entend plus du tout parler. Est-ce que des fois, ça vous vient en tête de comment ne pas être éphémère et s'inscrire dans la durée? Non, du tout. Franchement, au début, moi, je vois les commentaires dès qu'on lance le premier morceau. Forcément, on voit des commentaires, ouais, c'est un buzz, ça va durer 2-3 mois et c'est bon, on va oublier. Après, il faut être fort mentalement. Il faut enchaîner directement. Et moi, voilà, je me suis servi de ça aussi.
forcément, j'ai vu les expériences d'artistes qui sont passés aussi. Voilà, qui ont lancé par exemple un morceau qui était un tube, qui a tourné, qui ensuite n'ont pas enchaîné, qui ont préféré jouer sur un morceau, par exemple sur toute une année. Voilà, moi j'ai réfléchi autrement. Je me suis dit, ouais, je ne vais pas m'arrêter à un morceau, c'est pas possible. Voilà, j'ai fait la partie 1 la première semaine. J'ai attendu une semaine, j'ai fait la partie 2. L'autre semaine, j'ai fait la partie 3. J'ai enchaîné comme ça, on n'entend parler que des matchs D. Donc voilà, j'ai enchaîné tous les morceaux. J'ai même pas laissé le temps de respirer. Hop, je balance l'album directement. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire avec le public. Faut pas laisser le temps de dire ouais, il a disparu, on l'a pas vu. Non, moi j'enchaîne directement. Dès que j'ai fait mes afro-trap, j'ai balancé l'album directement, la tournée juste après. Et voilà, moi je joue beaucoup sur la visibilité aussi. Même si c'est une petite vidéo de 10 secondes, ça fait toujours plaisir. En tout cas, pour vous rassurer, je pense que contrairement à Psy, vous avez à chaque fois mis une nouvelle chanson qui était aussi bonne que l'autre, parce qu'il a fait le move, mais il y en a plein d'autres. Il y a la Moula, il y a la Champions League, il y a plein de chansons qui pour moi sont des bombes. Ouais, mais c'est ce qui est difficile en fait, c'est de se surpasser en fait sur les morceaux. Forcément, après, des fois on s'attend à des personnes qui vont dire ouais, mais moi je préfère l'autre, là il a trop changé. Donc forcément, c'est ce qui est le plus difficile, c'est de se surpasser. Et voilà, moi j'essaie de à chaque fois mettre la barre haute. Dès que je fais un morceau, j'écoute plus le premier morceau. Le premier morceau, je l'ai oublié. Là, je pense directement au deuxième, je fais comme si c'était nouveau. Donc voilà, je me donne 2 fois plus sur le morceau et voilà, ça marche à chaque fois. Et les plans d'avenir à partir de là, parce que toutes les portes sont ouvertes, j'imagine qu'il y a même déjà des requins qui tournent autour du phénomène MHD pour en profiter. Comment vous faites pour prendre vos décisions? Vous dites que vous les réfléchissez. Quel principe vous essayez de garder en tête lorsque vous dites oui à des projets et non? Bah, s'il y a des requins qui tournent autour de moi, moi-même je suis un requin, on ne me mange pas. Voilà, il y a des requins qui tournent autour de moi, mais moi aussi je suis un requin. Donc voilà, d'abord je pense au présent avant de penser à l'avenir. Alors maintenant j'ai des festivals, j'ai des concerts. Je me consacre à ça pour l'instant. Après on va voir ce que je vais préparer pour l'avenir. Peut-être un deuxième album, peut-être que je vais arrêter, je ne sais pas encore. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve encore. Justement, on parle d'avenir, parce qu'on va y aller à court terme. Vous êtes en spectacle ce soir, c'est une scène extérieure, c'est gratuit. Donc, on ne peut pas savoir combien de billets vendus, évidemment. À quoi on s'attend lorsqu'on traverse l'Atlantique comme ça? Si on se dit qu'il y a 140 millions de views, il doit y en avoir qui viennent du Québec. Est-ce que appréhendez-vous quelque chose pour le spectacle de ce soir? Non, même s'il y a 10 personnes, je le fais le concert. Les francophonies aussi espèrent. Non, c'est une parenthèse. Même s'il y a 100, 200, 300, voire même 50, 30, je le fais quand même le concert. Ils sont là pour écouter ma musique, bah moi je donne ma musique, c'est gratuit. Avez-vous une petite idée du pourcentage de visionnement sur YouTube qui viendrait du Québec? Il y en a-tu quand même pas mal? Franchement, je sais pas. Je reçois beaucoup de snaps de personnes qui viennent de Montréal, qui viennent du Canada aussi. Je reçois beaucoup de snaps, mais je sais pas combien de personnes. Je sais pas. Vous êtes ce soir dehors, demain également, dehors, 2 spectacles gratuits. Je suis prête à parier que la prochaine fois que vous allez revenir aux Francophonies de Montréal, ça va se faire dans une grande salle et que ce sera un spectacle complet. On espère, hein, si on m'invite. On a des questions du public, des gens qui ont remporté un concours pour vous poser une question. Il y a quand même un certain engouement ici. Il y a des gens qui ont participé à ce concours-là? Oui, pas mal. Est-ce qu'on a des questions du public? Moi, j'en ai. Ah, vous êtes une des gagnantes du concours? Je ne pourrais pas participer au jeu de ce soir, alors j'aurais voulu quand même être là pour poser mes questions. J'en ai plusieurs, je ne sais pas par où commencer. Je vais d'abord savoir, c'était comment la rencontre avec Roger Miela? La rencontre avec Roger Miela, on s'est rencontrés récemment. Voilà, il était venu sur Paris, il a contacté mon manager, on s'est donné rendez-vous à son hôtel. On a discuté un peu, voilà, il avait vraiment aimé le morceau que j'avais fait sur lui. Donc après, voilà, juste après la rencontre, j'avais un concert sur Paris encore, à Clichy. Pareil, en plein air, gratuit, tout ça. Et voilà, il a décidé de m'accompagner. Voilà, j'étais sur scène avec lui. Et voilà, sur scène, on a pu moi et le public, on a pu lui rendre un vrai hommage. Voilà, le morceau de Vendu, ça lui a vraiment fait plaisir. On est toujours en contact et voilà, ça se passe très très bien. C'est génial. Et un autre truc aussi, tu as été nominé pour le BET Award. C'est quand même quelque chose de vraiment grand, surtout pour un jeune rappeur français. Comment tu vis un peu l'événement? En fait, pour les BET Awards, je ne savais pas c'était quoi. En
En fait, je savais pas ce que. Ouais, je savais pas c'était quoi. Je savais pas que j'étais nominé non plus. Donc voilà, je me promenais un peu sur Instagram, voilà, je mettais ma photo avec les filtres. Et voilà, je reçois le message d'un fan qui me dit ouais, félicitations. Je dis pourquoi? Il me dit ouais, bah, pour les BET Awards. Je dis c'est quoi? Après, il m'a envoyé le lien et c'est là que j'ai vu. Voilà, après, j'ai demandé à mon manager si c'était vraiment un truc officiel. Voilà, après vérification, il s'avère que c'était un truc officiel. Donc voilà, après ça, j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu que c'était quelque chose de grand, quoi. Voilà, c'était un truc sérieux. Donc voilà, après je me suis activé. Hein. Je me suis activé, voilà, j'avais pris le temps perdu. Voilà, j'ai essayé de partager un peu partout sur Instagram, Facebook, Twitter. Et les artistes français aussi qui m'ont boosté un peu, qui ont partagé le truc aussi. Et voilà, ça me fait plaisir d'être nominé pour les BET Awards. Ouais, c'est quelque chose de vraiment énorme. Et une dernière question, les jeunes montréalaises aimeraient savoir, est-ce que tu es en couple? Lâche ton jeu aussi. On m'a demandé de poser la question. Ça, c'était une vraie question. Je m'attendais à cette question. Elle viendrait pas de moi. Est-ce que moi je dis en couple? Non. Non. J'ai d'autres priorités pour l'instant. Là, ça va, j'ai 21 ans. Je pense d'abord à ce que je vais faire, préparer mon avenir. Et ensuite, les femmes, c'est à part les femmes. On peut pas tout mélanger. On peut pas mélanger les. Je peux pas mélanger mes affaires avec les femmes. Ça va me ralentir. Voilà, par exemple, si je passe trop de jours au studio, trop de jours en concert, ouais, mais t'étais où? C'est quand qu'on se voit? Ça va me faire mal à la tête. Donc, je préfère faire mes concerts. Je préfère faire mes concerts, mes showcases, toute ma tournée, et ensuite penser aux femmes. Voilà, pas maintenant pour l'instant. Maintenant, il y a une dernière question aussi pour les journalistes. Si vous avez des questions pour MHD, Mohamed Silla, de son vrai nom. On préfère Mohamed ou MHD? C'est sur la même, pardon. Ouais, MHD. Une question là-bas. Vous pouvez vous nommer et nommer les médias pour lesquels vous travaillez, s'il vous plaît. Marcel Ganga, Osmose Media, d'ici. Oui, donc on t'a entendu pendant l'interview, tu parlais qu'il n'y avait pas d'accident, il y a des mots comme stratégie. On sent que tu es plutôt spontané dans ta musique, donc est-ce qu'il y a un pivot justement beaucoup plus réfléchi à côté de toi qui te conseille, qui t'aide? C'était ça ma question. Bah forcément, faut pas avancer la tête baissée. Si aujourd'hui je suis là, c'est certes je suis bien entouré, mais au début j'étais tout seul au début, donc il fallait faire les bons choix. Donc voilà, j'ai pas avancé la tête baissée à sauter sur la première personne qui propose quelque chose. Voilà, avant de me lancer dans tout ça, forcément, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut demander des conseils aux proches. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, je me suis bien renseigné sur un peu tout. Parce qu'au début, quand j'arrive ici, moi, je comprends rien. Voilà, j'arrive dans la musique, je suis comme quelqu'un qu'on prend dans un autre pays, qu'on met dans un pays où il ne comprend même pas la langue, il ne comprend rien du tout. Voilà, j'étais totalement en manque d'informations. Donc voilà, je m'informe un peu partout, à gauche, à droite, par la famille. Et voilà, maintenant, résultat, je suis avec une bonne équipe, je suis bien entouré, donc tout se passe bien. Une tête sur les épaules, c'est ce que... En tout cas, j'ai confiance en l'année parce que vous semblez vraiment avoir une tête sur les épaules, de savoir où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les pièges et comment avancer à travers tout ça. Ouais, forcément, faut éviter les pièges. Faut éviter les pièges, après, ça dépend de ce qu'on veut faire après. Si on veut rester à long terme ou si on veut faire juste... on veut rester vite fait, faire un album, faire des concerts, ensuite arrêter, ça dépend. Voilà, moi j'ai visé le long terme pour l'instant. Et j'espère que ça va se passer. Prochaine question. Roberto de CIBL. Dans ton album, il n'y a qu'un featuring, c'est avec Angélique Kidjo, qui ne provient pas du moteur. Ah ouais. Parce que j'ai fixé sur Angélique Kidjo, c'est ça. Parce qu'elle ne provient pas du milieu du rap. Côté collaboration, tu as déjà fait par exemple la première partie de Booba. Est-ce qu'il y en a du milieu de rap qui viennent t'approcher pour collaborer, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Forcément, quand on habite à Paris, qu'on a le buzz, forcément il y a des artistes urbains qui veulent collaborer. Mais après, voilà, comme je dis souvent, j'ai réfléchi avant tout. Voilà, certes, les features urbains, la musique urbaine, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Même s'il y a un artiste urbain qui me plaît beaucoup, c'est pas parce qu'il me plaît que je vais forcément faire le featuring. Voilà, j'ai réfléchi déjà à mon album. Le thème de l'album, c'était plus consacré à l'afro. Donc voilà, pour moi, inviter Fally Ipupa et Angélique Kidjo dans l'album, pour moi, voilà, c'était ce qu'il y avait à faire. Et ça me va très très bien.
Et après, il y a les artistes afrobeat aussi, au Ghana, au Nigeria, Afrique du Sud. Non, en fait, pour le premier album, c'est quoi? C'est ma première carte de visite. Voilà, je voulais plus me montrer moi. Voilà, je ne veux pas arriver avec un premier album avec 7 featuring, 4 featuring, 3, 5, 6. Voilà, 2 featuring, pour moi, c'était parfait. Les autres morceaux, c'était que moi. Comme ça, on parle que de moi, qui est Est-ce qu'il y a un rôle d'ambassadeur qui vous tente? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, vous promener à travers l'Afrique, rencontrer des gens, faire des collaborations, puis devenir un peu ce visage-là qui pourrait amener une nouvelle couleur à la scène africaine, à l'international? Ouais, l'avenir, ouais. Mais là, je suis trop jeune pour être ambassadeur. Ouais, l'avenir, ouais. Ambassadeur, pas je vis dans une grosse maison et j'ai une limousine. Non, mais... ambassadeur en jogging, en scooter, ouais. Non, mais c'est partager cette culture-là, la faire ressortir, trouver des artistes africains, les amener avec vous, pousser un peu plus les collaborations avec Ouais, bien sûr, avec plaisir. Mais ça, c'est. Déjà, pour faire tout ça, il faut avoir de la force. Moi, je viens d'arriver, j'ai pas beaucoup de force encore. Certes, j'en ai un peu, mais j'en ai pas assez pour faire grimper d'autres personnes. Mais après, c'est sûr que ouais, si j'ai la force nécessaire, c'est sûr que ouais, j'aurais quand même grave envie de pousser d'autres artistes. Marcel, encore une fois. On voit qu'en France, finalement, c'est plus tellement une question de technicité. Parce qu'on voit beaucoup, finalement, c'est une question de délire. On voit des PNL, on voit Jules, par exemple. C'est quoi, en fait, le petit truc du délire, justement, d'MHD dans tout ça? Je suis né avec. En fait, je pourrais pas. C'est. Tu connais Bob l'éponge? Tu vois la recette du paquet de crabes? Ouais. Personne là. Bah ouais. Bah c'est pareil. Tu vois, c'est pareil, tu vois. C'est pas une recette que je pourrais expliquer, je pourrais pas dire ouais, faut faire ci, faut faire ça, non. C'est quelque chose qui vient tout seul. Tu vois. Faut pas se dire ouais, faut que je fasse ça, faut laisser le temps faire les choses. Voilà, moi je me suis pas dit ouais, par exemple le 26 juin, faut que je fasse une vidéo, je la balance et ça me fait non. Voilà, c'était des choses spontanées. Je l'ai posé comme ça, ça a pris. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de secret. Ça vient tout seul. Mais tu comprends que les gens soient curieux de savoir, non? Ouais, forcément, tout le monde est curieux. Tout le monde a envie de savoir comment on fait, avec qui, et voilà, tout le monde a envie de savoir. Et la seule réponse, c'est ça vient tout seul. C'est Dieu qui donne. Imaginez si tout le monde avait la recette d'MHD, ça serait plus la même chose. Bonjour, Stéphane Roffo de Touki Montréal. Je trouve personnellement que c'est un petit peu comme à l'époque des secteurs A ou Mokobé 113. Je voulais savoir, toi, dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Qu'est-ce qui t'a influencé? Dans ma jeunesse, que j'écoutais, j'écoute de tout, franchement. En afro, j'écoutais quoi? J'écoutais du Didier Arafat, j'écoutais du Fanny, j'écoutais du Kofi, j'écoutais du tout. Lolo Bumba, j'écoutais de tout, c'est vraiment large. Même en variété française, j'écoutais je sais pas moi, j'écoute du Michel Fugain, j'écoute de tout, franchement. Dès que ça sonne bien dans mon oreille, moi j'écoute. Je vais pas me baser sur une catégorie. Je peux écouter du rock, je peux écouter de la pop, du rap, du zouk même, j'écoute de tout. Et autre question peut-être aussi, maintenant tu es connu un petit peu, en tout cas dans la francophonie. Est-ce qu'il y a des artistes américains avec qui tu voudrais travailler, peut-être? Beyoncé. Non, non, j'ai pas de, entre guillemets, j'ai pas de, on va dire, une envie pressante de faire un featuring avec tel ou tel artiste, pardon. Mais après, forcément, il y a des artistes qui me plaisent beaucoup aux États-Unis, par exemple, Drake. Voilà, qui arrive avec son côté afro aussi. Après, la liste elle est longue. Hein. J'écoute, je sais pas moi, du Jay-Z, du Young Thug, de tout. Voilà. Ça va venir. Ça va venir. C'est bon? MHD, encore une fois, merci. Bienvenue à Montréal. On va aller voir le spectacle ce soir. J'ai vraiment hâte de voir l'engouement. Et je suis persuadé que c'est le début d'une longue collaboration avec les Francophonies de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous.